Dearly beloved, we're gathered here today to get through this thing called life. That's right. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première de La Clairière. Je suis très heureux et très ému en fait d'être entouré de ces quatre invités que vous allez découvrir aujourd'hui. Très vite, on va essayer de découvrir leur parcours, de voir effectivement ce qu'ils ont à poser comme récit. Mais comme il s'agit de la première émission, j'aurais aimé peut-être faire un préambule pour vous expliquer finalement les circonstances qui ont abouti à cette initiative, à ce rendez-vous de réunir quatre personnes qui ont déposé des récits individuels autour d'une table. Alors, tout ça a commencé il y a à peu près un an d'ailleurs, à Lausanne, autour du lac Léman, au cours d'une conférence où j'ai eu la surprise de constater que les personnes dans le public, après ma conférence, avaient envie d'échanger entre elles leurs propres expériences d'entre-deux. Et ça m'a réellement interpellé. Et c'est de là qu'est venue l'idée de vouloir créer un espace pour recueillir ces récits. Et je l'ai nommé, on va pas faire l'histoire de ce nom, mais je l'ai nommé le ponton des canopées. Qu'est-ce que c'est? Ben, le ponton des canopées, ça n'est juste rien d'autre que quelques planches posées pour accueillir un moment d'écoute entre deux personnes, un espace d'accueil pour évoquer des moments d'entre-deux, des moments de bascule, ces moments où tout bascule sans s'effondrer, où finalement l'ancien ne tient plus et où le nouveau reste à découvrir. De ces rencontres, de ces premiers échanges qui ont eu lieu, très vite est venue la question de qu'est-ce qu'on garde de cela, quelle mémoire on en donne. Et ben, l'idée a été d'en faire en fait des carnets de voyage entre deux, donc des supports papier, des livres, des livrets, des carnets de voyage que chaque porteur de récit finalement a reçu. Et alors, ça c'était il y a un an. Depuis, se sont écoulées à peu près oui, une centaine d'interviews de ma part. Et finalement, ces interviews, à chaque fois que j'en mène une, j'ai pu constater qu'il y avait deux choses qui revenaient constamment. La première, c'est que ces histoires, quelles qu'elles soient, parlent une langue qui est comprise par tout le monde. Vous le verrez aujourd'hui, les parcours des personnes qui vont témoigner sont très variés. Je devrais d'ailleurs vous préciser que nous avons quatre personnes aujourd'hui, mais en vérité sept nationalités, puisque trois d'entre eux sont binationaux. Donc, on multiplie la diversité aujourd'hui et que, au travers de ces échanges, est apparue vraiment une notion de langue humaine universelle. J'ai eu l'occasion de faire d'autres échanges dans des pays parfois un peu plus lointains, et finalement, le fil conducteur était toujours le même. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais le révéler, vous le découvrirez au travers des histoires qui vont vous être contées aujourd'hui. Donc ça me paraissait intéressant d'avoir une langue qui soit comprise et parlée par tout le monde. C'est quand même assez unique par les temps qui courent. Et le deuxième point, c'est que tous ces récits, au départ, sont révélateurs d'une traversée solitaire. Ce sont des histoires qui touchent à l'intimité, qu'il n'est pas toujours facile de dévoiler. Mais ma grande surprise fut de découvrir finalement que lorsque ces récits étaient dévoilés, ces récits tout à fait solitaires, ils perdaient ce caractère solitaire pour devenir une expérience tout à fait universelle. Et pourquoi finalement aujourd'hui j'ai choisi de réunir non plus, enfin de ne plus accueillir des récits individuellement, enfin nous continuons à le faire bien sûr, mais de réunir quatre voix différentes aujourd'hui, c'est que tout simplement, je crois qu'il y a dans tous ces récits un lien qui relève de l'universel. Donc, j'ai cette prétention aujourd'hui, et au travers de cette émission de La Clairière, de faire apparaître quelque chose qui dépasse des récits personnels, qui dépasse nos clivages habituels, qu'ils soient frontières, croyances, connaissances, langue, pour essayer de faire apparaître quelque chose qui finalement nous relie, parce que pour ceux qui me connaissent, la question essentielle qui m'anime, c'est de répondre à cette question, justement, qu'est-ce qui nous relie?
Voilà, alors j'ai suffisamment parlé. Euh, Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors pour ça, pour ceux qui, enfin pour les quelques invités qui viennent d'arriver, voilà comment ça va se passer. Je vais d'abord avoir un échange en direct avec chacun de nos quatre invités et pour lui demander de parler de son expérience. Et ensuite, on passera dans un mode beaucoup plus interactif et de façon tout à fait arbitraire. J'ai choisi de commencer par Anne. Donc, bonjour Anne. Alors, est-ce, voilà, tu as, donc est-ce que d'un point de vue technique, vous voyez bien Anne quand elle parle? Oui. Oui. Alors, Anne, la question, je te la pose en premier, mais je la poserai aux autres tout à l'heure aussi, finalement. C'est, bah, dis-nous en quelques mots d'où tu nous parles et est-ce que tu peux nous évoquer ton expérience de façon rapide, en quelques minutes, le but n'étant pas tellement de parler de l'expérience, mais de parler des conséquences qu'elle a eues sur toi. La parole est à toi. Merci Christian. Euh, j'ai envie de vous dire que moi, ce qui me touche beaucoup et ce qui m'a donné envie de témoigner, c'est l'expérience que tu as partagée, Christian, la tienne, parce que depuis que je suis toute petite, moi, je me pose cette question du mystère de la vie et de la mort pour plein de raisons, et des histoires familiales avec des traumas dans les deux familles, du côté de mon papa et de ma maman. Moi, j'avais des visions, je ne sais pas pourquoi, mais enfin voilà, et c'était très à la fois fascinant et très angoissant pour moi. Je pense que j'ai vécu plusieurs formes d'entre-deux dans ma vie. Je pense être dedans en ce moment. Euh, voilà, c'est pour des raisons plutôt professionnelles, mais aussi de deuil, bref. Et en fait, je crois que je suis en train comment je peux dire ça, toutes ces expériences et tous ces partages m'aide à, je dirais, avoir moins peur de la mort, mais aussi donc moins peur de la vie. Il y a quelque chose comme ça. Et le titre que j'ai donné à mon partage, c'était s'ouvrir parce que je me dis finalement, en tout cas moi, je me sens très connectée aussi à, à, à l'au-delà. Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression que je reçois des messages comme ça. Et je me sens aussi très connectée au vivant, particulièrement à la nature. Voilà. Et ce que ça a changé pour moi, c'est ça, c'est cette espèce d'apprivoisement de ce grand mystère, même s'il n'est pas encore complètement percé. Voilà. Alors, simplement, on discutera un petit juste après sur ce que ça a changé sur toi, mais si l'expérience finalement qui a été à l'origine de ton récit, de ta volonté de témoigner, tu pouvais la décrire en quelques mots pour que ceux qui t'écoutent comprennent de quoi il s'agit, enfin, puisque finalement c'est trouvable sur ton livret qui est en ligne, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus finalement sur quelle est cette expérience qui t'a amené à prendre la parole aujourd'hui, enfin lors de notre premier échange en tout cas? J'en ai partagé plusieurs, je crois. Choisis-en une peut-être. Peut-être le décès de ma maman. D'accord. Donc ça, Ouais. c'est un événement qui pour toi a été important. Oui. Ok. Voilà, bah écoute, nous reviendrons tout à l'heure vers toi et bah, je propose de passer la parole à Alessandro. Alors, Alessandro, si tu peux nous décrire d'où tu nous parles, parce que, pour que chacun sache, et puis évidemment, quelle est l'expérience que tu as choisi de nous partager. Bah, écoute, le critère, ce que je trouve très intéressant dans ce que Anne a évoqué par rapport à ce qui l'a intéressé chez toi et en fait ce qui fait qu'on s'est mis aussi à converser et à finalement faire cette interview, c'est la notion chez moi, alors j'appelle ça la conscience, donc avec un C majuscule, pour pas nommer Dieu, avec toute la connotation religieuse qu'il peut y avoir derrière. Et en fait, le chemin que j'ai fait, je le trouvais assez proche, entre parenthèses, du chemin qu'a fait Rouba quand j'ai lu son document. Et on a mis le même verbe d'ailleurs dans le titre qui est aimer. Mhm.
Et si je veux faire bref, en essayant de remonter, je me suis un petit peu préparé avant ce soir. Je me suis dit, mais ça vient quand même d'assez loin. C'est que moi, j'ai pas de parcours académique. Je suis un autodidacte et mon premier métier, j'étais ferblantier, donc je travaille dans le bâtiment, avec très peu d'informations sur ce qu'est la vie, entre guillemets, en tout cas au niveau du jeu de pouvoir social, de l'intérêt de l'argent. Je suis né dans un milieu pauvre. Et c'est autour des 18-19 ans, je me suis dit, oulala, ça va pas le faire. Si je reste sur cette voie, je vais avoir une vie à compter mes sous tous les mois, etc. Donc, on va dire autour des 18 ans, j'ai vraiment décidé, dans un pays comme la Suisse, qui est un pays vraiment magnifique, j'y suis né et j'y vis, mais sans fric, ben, enfin, c'est la galère partout sans fric. Mais ici, tout est extrêmement cher, donc c'est très, faut pas comparer les salaires en chiffres, faut les comparer en pouvoir d'achat. Et très vite, en fait, j'ai eu cette notion de l'argent. Donc, j'ai quitté, je la fais court, j'ai quitté ce métier dans le bâtiment. Je me suis formé, j'ai toujours eu une fibre pour la transmission. Ça a été le fil de ma vie, hein, d'enseigner, d'aider les gens dans leur croissance personnelle. Et en fait, à travers plusieurs entreprises, différentes associations, j'ai toujours travaillé pour en fait avoir de l'aisance financière et de l'intérêt. Et derrière l'aisance financière, ce que je croyais être ma motivation quand même première, j'ai eu très vite une obsession. Je suis devenu work addict, 15 000 projets tout le temps. J'adorais ça et voilà. Et un jour, un de ces projets fait qu'on revend une boîte et là, je me trouve avec un cash que je n'ai jamais eu dans ma vie avec tout content d'avoir assez de pognon pour faire encore des projets et relancer des choses. Au lieu de m'arrêter et puis de me tirer sur une île une année pour réfléchir, voilà, j'ai continué la machine à fond. Et à partir de ce moment-là, j'avais 42 ans, j'en ai 60 aujourd'hui. Tout a été de travers pendant 14 ans. Mais absolument tout, à un point que j'étais voir des marabouts pour me faire enlever l'œil, hein, tellement je me suis dit, c'est pas possible. Donc m'a jeté des sorts. Alors j'ai fait des grosses erreurs, attention, hein, je ne rejette pas la faute que sur les circonstances, mais franchement, c'était très rude. Et en fait, c'est dans cette destruction du personnage social, je- tout le personnage que j'avais construit, auquel je m'identifiais, a été détruit. Et puis le point de bascule, peut-être le plus clair, c'est que donc je suis pas suicidaire, je te précise tout de suite, mais je me suis mis au bord d'une falaise pour dire, mais pourquoi je saute pas en fait, puisque je suis plus rien. Vraiment, tous les matins, je me disais, je suis le dernier des cons sur Terre. Comment on peut être aussi abruti pour échouer pareillement? C'est l'image que j'avais finalement de moi. Et en fait, qui reste la vie. Et c'est comme ça que j'ai trouvé en fait l'étincelle de ce que j'appelle la lumière ou l'étincelle de ce qui est autre chose que ce que je suis. Et en fait, ce qui m'a aidé à traverser ces longues années, c'est l'intérêt que j'avais pour les expériences de mort imminente, où j'aimais bouffer vraiment dans tous les sens, hein, que ce soit des vidéos ou des bouquins, pour me dire, mais il y a autre chose là derrière. Il fallait par contre que ça passe dans mon éducation rationnelle par l'étude et pas juste par de la prière. Et puis en fait, c'est là où je me suis retrouvé avec une espèce de confiance qui est revenue au plus profond de la destruction du personnage. J'étais à la fois extrêmement triste pour terminer, je terminais là-dessus. Il m'est arrivé un jour au bord du lac d'être dans une tristesse absolue et dans une joie ineffable en même temps, en ne voyant chez les personnes que je croisais que leur lumière. Donc je ne voyais plus que la lumière sur les gens que je croisais. Puis ça a été le starter, disons, d'une longue remontée qui était d'abord une remontée spirituelle et aujourd'hui psychologique. Je m'étais fait un rituel pour survivre. Je l'ai beaucoup simplifié. Je fais encore quelque chose tous les jours, mais beaucoup moins sophistiqué que la période où j'étais vraiment plus qu'un désastre psychique, on va dire. Donc voilà, je m'arrêterai là, autrement ça va faire. S'il faut m'arrêter au bout d'un moment, hein, autrement, Non, non, mais peut-être raconter ce la que tu fais soirée. aujourd'hui, c'est intéressant, c'est dans quoi tu es engagé. Bon, alors je fais une toute très courte parenthèse. Quand j'ai commencé la PNL il y a 40 ans bientôt, j'avais fait un dessin
où j'avais plusieurs choses que j'ai vécues dans ma vie à travers ce dessin. Et une chose que j'avais dit, je dis, si je gagne un jour au loto, j'ouvrirai une école gratuite. Et aujourd'hui, on a ouvert l'école 42 à Lausanne. Donc les campus suisses sont ouverts à l'école. C'est une école qui est gratuite pour les étudiants. Alors, je n'ai pas gagné au loto. Donc, une grosse partie de mon boulot, c'est d'aller convaincre les entreprises que ça vaut la peine de nous soutenir et les fondations et d'autres donateurs pour que les étudiants puissent continuer à aider à cette transformation numérique qui envahit tout notre quotidien, en fait. Très bien, bah, écoute. Merci Alessandro en tout cas, et on reviendra vers toi Ouais, très rapidement. merci. Et, et je passe la parole à Rouba. Rouba, c'est à toi, puisqu'a priori, il y a des points communs avec le récit d'Alessandro, si j'ai bien compris. Mm. Donc, je te laisse la parole. Présente-toi rapidement. Merci. Et Oui, bonsoir à tous. Alors, ben, moi, c'est Rouba, mais pas que. Vous allez voir, on a tous découvert que nous étions un peu plus que ce que nous pensions être. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi dans le récit d'Alessandro. Il l'exprime de façon très claire et nette, mais que j'ai retrouvé dans le récit de Anne, dans celui de Hubert aussi. C'est cette notion de rôle euh, et le fait que, enfin cette idée, le fait qu'on joue aussi des personnages sans le savoir. Ce qu'a décrit Alessandro, cet effondrement du rôle qu'il jouait, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, sauf que je ne savais pas que c'était un rôle. Je pensais que c'était la vie, ma vie, et elle m'était devenue insupportable. Et quand on pense que la vie, c'est le rôle qu'on joue, et que c'est un rôle qui nous fait souffrir immensément, eh ben, c'est problématique, et ça l'a été. Euh, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Alessandro sur le fait qu'il ne souhaitait pas mourir, mais qu'il s'était mis au bord d'une falaise et il s'est posé cette question que je trouve très intéressante, c'est qu'est-ce qui me retient? Je trouvais que c'était très beau, très intelligent. Il a eu cette intelligence-là de se poser cette question. Moi, sur le coup, j'ai pas eu cette intelligence-là. Euh, quand, en fait, ce rôle qui était en fait ma vie jusqu'à mes 30 ans m'a fait souffrir immensément. J'ai vraiment souhaité mourir. Et, euh, c'est une situation dans laquelle je me suis retrouvée puisque c'est marrant parce que je découvre en plus ce soir, Alessandro, ce que tu as dit sur le fait que tu n'avais pas les codes, etc. Bah, moi, c'était ça, hein. C'est-à-dire que euh, je pense que j'ai vécu ma vie jusqu'à 30 ans comme l'enfant que j'ai toujours été jusqu'à mes 9 ans, date à laquelle j'ai perdu ma mère. Et je pense que je suis restée cet enfant de 9 ans jusqu'à mes 30 ans. C'est-à-dire pas avoir les codes, les stratégies, etc., mais vouloir être une bonne élève, c'est-à-dire faire l'effort. J'étais très besogneuse dans tout, à fournir énormément d'efforts et attendre à avoir des résultats. Bah, bien sûr, si on révise, on a des bonnes notes. Eh ben, si on fournit un effort, eh ben, ça se passe bien, etc. Donc, c'était beaucoup d'efforts avec très peu de résultats. Ce qui était très souffrant pour l'enfant que j'étais de 30 ans, de 33 ans, pardon, de 33 ans. Et donc, un soir où tout ce que j'avais déployé par mes efforts intellectuels, ma volonté, pensant que la vie n'était faite que de ça, bah, je me suis rendu compte que j'étais dans une impasse, que tout ce que j'avais entrepris ne servait à rien, si ce n'est me faire vivre cet état de frustration extrême, en fait, une impuissance, une expérience d'impuissance extrême et totale. Et donc, ben, j'avais envie de sortir du scénario. Hein, j'avais envie de dire, ben, je ne veux plus jouer ce rôle-là, ça s'arrête là. Et donc, pour moi, ça voulait dire la fin du film. Et à ce moment précis, il s'est passé quelque chose, une ouverture. J'ai ressenti une présence apaisante. Je précise que, évidemment, la bonne élève que j'étais était absolument matérialiste. 1 + 1 = 2, et puis voilà, il n'y a que le 1 + 1 = 2. Et donc, ressentir cette présence-là, c'était pas du tout quelque chose qui faisait partie de mon imaginaire ou quelque chose que j'avais envisagé. Et surtout, je pense que si on me l'avait dit,
Si on m'avait dit tu vas sentir une présence, je pense que j'aurais flippé tout court, mais en fait, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est une présence qui m'a apaisée tout de suite, dans un moment de grande souffrance, hein, vraiment une souffrance totale. Euh, et, euh, et cette présence, donc non seulement elle m'a apaisée, mais elle m'a parlé, elle m'a dit des choses, elle m'a envoyé des sensations et des images. Euh, et puis, nous avons eu une conversation. Et puis, voilà, j'ai fait cette expérience-là et ça a complètement changé ma vie. C'est-à-dire que j'ai vu au-delà du rôle. Et c'était un cheminement. Donc, bah, ça va faire 10 ans. J'avais 33, j'en ai 43. Et c'est tout ce cheminement-là que j'ai partagé, notamment l'entretien que nous avons fait ensemble, Christian, et dont tu as fait un magnifique récit, livre, avec le même intitulé qu'Alessandro, qui est Aimer. Voilà. Et est-ce que tu veux nous en dire plus sur cette rencontre? Oui. euh, Alors, cette présence m'a tout de suite dit, et c'est très intéressant, parce qu'il y a le mot qui est revenu dans ce qu'a partagé Anne jusqu'à présent, dans ce qu'a partagé aussi Alessandro, c'est la mort. J'en ai parlé aussi, j'ai dit que je voulais mourir. Et en fait, c'est ce qu'a commencé par me dire cette présence d'amour. Elle m'a dit, on ne meurt pas. C'est les premiers mots que j'ai entendus. On ne meurt pas parce que nous sommes aimés et que nous aimons et que tout ce qu'il y a dans l'univers, c'est de l'amour. Et là, elle m'a vraiment envoyé des images d'univers qui s'étendent comme ça. Bon, moi, l'effet physique et psychologique sur moi de cette présence et des mots, ils ont été apaisants immédiatement. Mais c'est des mots que bah, je pense que je n'ai pas compris sur le moment. Et je les comprends à bien des degrés les années passant. Je les ai compris à des degrés différents les années passant. Et je ne les comprends pas aujourd'hui comme je les comprenais il y a 5 ans, 6 ans, etc. Donc c'est très fort. Au final, c'est comme une clé. Et puis bah, ça ouvre plein de portes après avec. Et puis, ok, je me suis pas, bon, ok, ça m'a fait du bien, mais j'ai dit tout de suite, hein, le temps que j'étais sous la main, oui, d'accord, mais à l'époque, je souffrais dans mon travail, je souffrais dans ma vie amoureuse, enfin un peu partout, quoi. Et donc j'ai dit, ah, mais un tel au travail, il est pénible. Bon, j'ai pas dit ça comme ça, j'ai vraiment dit ce que je pensais. Et puis un tel, mon amoureux, machin, c'est vraiment pénible. Voilà, donc ok, c'est sympa, tout est de l'amour, mais là concrètement, comment je fais, quoi? Et donc, euh, et donc cette présence. À chaque fois, elle me répétait, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais vraiment, à maintes et maintes reprises, à chaque fois que j'avais une objection, c'était ça va aller. Et à un moment de cette discussion-là, j'ai ressenti une autre présence et qui était la présence de ma mère. Je l'ai identifiée comme présence de ma mère sur mon côté euh, droit. Et, euh, et donc, à ce moment-là, je dis, je vous fais confiance. Voilà, à toutes les deux, à ces deux présences-là. Et voilà, donc je n'ai plus ressenti ces présences-là à ce moment-là. Et donc j'étais dans mon lit, mais comme, je sais pas, comme quand on sort d'un bain ou d'un sauna j'étais complètement détendue. Hein, après un moment de grande souffrance. Et je me suis dit, bon, je vais aller me coucher et tout. Enfin, en l'occurrence, j'étais dans mon lit. Je pleurais dans mon lit, en fait. Et j'ai dit, bon, bah, Rouba, tu viens de parler à Dieu. Pardon, Alessandro, c'est comme ça que c'est sorti, moi. Et je me suis dit, bon, bah, j'espère que tu vas t'en rappeler demain. Et je me suis couchée tranquille. J'ai bien dormi. Et cette présence d'amour, moi, enfin, avant de me coucher, mais le Dieu d'amour, Jésus, j'ai dit ça. Enfin, d'où c'est sorti? Bon, je signale que je suis née au Maroc, dans un pays de culture musulmane, etc. Donc, bon, voilà, c'était une évidence. Enfin, c'était même pas une évidence, hein, je le savais. Voilà, c'est comme ça. Et puis, donc le lendemain, évidemment, je l'avais pas oublié. Non seulement je l'avais pas oublié, mais quand je prononçais le nom de Jésus, je sentais la présence très fort. Et là, j'ai eu peur. Là, à un moment,
c'était très fort. Je me suis dit, il va se passer un truc physiquement, quoi. Ouh, on arrête les conneries, c'est bon, j'allais faire un truc dans la cuisine. C'était ça. Et après, bon, voilà, cette présence, elle m'a initiée, en fait, elle m'a accompagnée, elle m'a emmenée dans des territoires où justement, ce que tu disais, Alessandro, je me suis défaite de tellement de rôles, de tellement de constructions culturelles, cultuelles, historiques, sociales, des conditionnements. Et c'est comme tu le disais, Christian, c'est des moments, c'est des récits intimes, et c'est aussi des cheminements seuls et solitaires, et même parfois seuls contre soi. C'est-à-dire que moi, je pensais contre moi. C'est même pas que je pensais, j'expérimentais contre ce que je pensais être le socle de la réalité, le socle de ma réalité, tu vois? Ouais, j'ai la rude tâche d'être un peu le maître du temps ce soir. Pardon. J'aimerais qu'on laisse Hubert s'exprimer et après on reviendra bien évidemment Mm. dans les échanges. Hubert, je te donne la parole. Peut-être te présenter en quelques mots et de nous dire de où tu nous parles ce soir aussi, c'est pas neutre. Et puis bien sûr. Merci, merci. euh, j'ai envie de dire que je suis très très content d'être là et merci de m'avoir permis de participer à cet échange qui m'a l'air déjà magnifique et l'énergie de, des trois personnes qui viennent de parler est assez communicative. Maintenant, je comprends déjà encore plus parce que j'avais déjà un petit peu compris pourquoi tu nous avais mis en même temps dans le même dans la même cohorte, disons. Mais là, quand j'entends des récits, mais même par bribes, quand Anne ou Alessandro ou Ruba parlent, je vois tellement de choses en commun de nos histoires. Bon, je suis assez scolaire, donc je vais quand même parler de mon histoire euh, pour pas tergiverser et partir trop loin. Mais j'espère qu'on pourra y revenir après pendant notre échange, comme tu l'as dit, interactif, et même avec toutes les personnes qui nous regardent. Donc moi, je m'appelle Hubert, j'ai 40 ans, je viens de fêter mes 40 ans, je suis basé au Togo, où je travaille, et je suis d'origine, tu as parlé de binationaux, moi je peux même dire Ah, trinational, finalement, avec mes origines rwandaises, polonaises, belges. Oui, et donc voilà, de manière générale, mon l'histoire qui m'a amené à discuter et ce que j'ai voulu raconter, c'est que mon père est décédé à mes 18 ans et à 21 ans, j'ai appris à travers une expérience que je voulais faire justement pour lui ressembler encore un petit peu plus, que lui n'était pas mon père biologique, mais que c'était mon père adoptif parce que mes parents avaient procédé à une sorte d'ingénierie pour que je puisse vivre avec un ami à eux à Kinshasa, où ils se sont rencontrés au Congo. Et donc, voilà, donc mon monde s'est un peu écroulé, mais pas très longtemps, parce qu'en fait, j'ai compris que j'avais été extrêmement désiré. C'est amusant parce que j'ai envie de faire beaucoup de liens avec les histoires qui ont été racontées. Ma mère était une fervente catholique, elle priait presque 2 heures par jour, donc ça a été très compliqué pour elle de faire un enfant hors mariage, mais mon père était trop vieux. Quand je dis mon père, je dis mon père adoptif était trop vieux pour m'avoir et donc il a décidé, et ils ont décidé d'avoir recours à un ami à eux pour être mon géniteur. Donc j'ai découvert ça à 21 ans, j'en ai rien fait et il y a 3 ans, à la naissance de ma première fille, qui, pour moi, étant métisse, elle est sortie blonde aux yeux bleus, et donc j'ai voulu quand même retracer ce background génétique. Et j'ai rencontré des frères et sœurs. Euh, mon père biologique était hélas décédé, mais j'ai rencontré des frères et sœurs qui sont devenus ma seconde famille, parce que j'étais enfant unique et mes deux parents étaient décédés, parce que ma mère est décédée quand j'avais 30 ans. Et donc on se voit, on s'appelle, on se parle. Donc j'ai découvert une famille plus tard, suite à cette expérience d'entre-deux quand j'avais 21 ans, quand j'ai été à l'armée. Donc voilà, j'ai déjà des dizaines de questions pour mes camarades, donc je ne vais pas parler de moi trop longtemps, mais voilà, ça c'est mon expérience qui a fait que je me permets de préciser si je pour peux que parler d'un autre d'eux, bien sûr. excuse-moi, juste pour que tout le monde comprenne bien,
la nouvelle famille dont tu parles est basée en Pologne, hein, puisque Oui, deux en Pologne, un au Canada. Oui, tout à fait. ton père géniteur était donc en fait en Afrique, mais il était polonais. Oui, exactement, pardon. Oui. Non, C'est- non, mais j'ai dû faire une version vraiment raccourcie pour pas parler trop longtemps, mais c'est une histoire oui. assez surprenante, donc que chacun puisse comprendre à peu près, bien évidemment. Ouais. Voilà, bah écoutez, merci à vous quatre en tout cas d'avoir apporté ce témoignage. Alors, c'est le moment où cette émission rentre dans le flou, si j'ose dire, puisque en fait, ça va dépendre de vous. La question que j'ai envie de vous poser à chacun, enfin, je vous l'ai écrite, donc vous avez pu vous y préparer, c'est finalement qu'est-ce que tout ceci a changé dans votre vie et dans votre vision du monde. Donc, j'ai envie de demander à Anne peut-être de commencer, de dire en quelques mots ce que ça a changé chez toi. Et puis là, je donne, bah, vous avez libre parole, vous pouvez vous échanger avec vous. Je ferai en sorte de maintenir le temps de parole de chacun. Mais si vous avez des questions à vous poser entre vous, bah, lâchez-vous, c'est le moment. Mais Anne, si tu peux, toi, débuter et dire bah, finalement, de cette expérience, compte tenu de ce que tu vis aujourd'hui, euh, qu'est-ce que cela a changé chez toi? Je dirais une forme de continuité, là où il y avait quelque chose qui était séparé, même si j'avais des connexions, il y avait quelque chose qui était séparé. C'était douloureux pour moi. Et aujourd'hui, entre la vie et la mort, j'entends. Aujourd'hui, j'entends que, en fait, ce sont des expériences différentes. C'est toujours mystérieux pour moi l'après, mais il y a une forme de continuité et, et ça me donne envie. J'y suis pas encore comme j'aimerais, mais ça me donne envie de vraiment jouir de la vie parce que c'est là où je suis moi aujourd'hui. Voilà, c'est ça que ça a changé pour moi. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser à des trois autres intervenants ou tu préfères écouter? Je crois que je préfère écouter. J'ai entendu dans leur ce point de bascule dans leur partage et j'ai entendu soit de l'apaisement, soit de la joie, enfin dans survivre par exemple, ou dans l'expression de Rouba, moi j'entends dans Alessandro, j'entends plus l'apaisement que la joie, mais dans Rouba et Libère, vraiment j'entends ça. Et moi ça me donne envie d'aller là-dedans. Ah oui, alors, enfin, tu m'amènes à ouvrir une parenthèse, en effet, pour ceux qui ne le savent pas. En fait, les livrets, ces carnets portent un nom qui est un verbe, en fait, le plus souvent, mais pas que, mais le plus Hmm. souvent un verbe. Et à l'issue des entretiens que nous avons eus, je demandais à chacun, finalement, de choisir le verbe. Et donc, Anne, tu avais choisi s'ouvrir, on l'a vu tout à l'heure. Rouba, toi, tu as choisi aimer. Alessandro a aimé également. Et Hubert, effectivement, avait choisi survivre, mais en deux mots bien distincts. Mhm. En s'agissant, pour bien dire que c'était quelque chose qui dépassait la vie, en fait. Voilà, Mhm. c'est pour ça que je fais cette précision pour que dans vos échanges, ce soit clair et que, bien évidemment, ceux qui nous écoutent puissent bien comprendre. Mhm. Petite parenthèse aussi, Christian, je voulais rappeler aussi que le premier verbe, j'ai hésité entre survivre et aimer. Donc, pour la petite blague, on aurait presque été 3 sur 4. Mais moi, j'ai une petite question pour Anne, peut-être, justement, avant qu'on passe. J'ai entendu dans ta première prise de parole que tu disais que tu avais moins peur de la mort, ce qui est quelque chose de classique, justement, quand on a des expériences de ce style-là. Mais j'ai entendu aussi moins peur de la vie. Et donc, je voulais Mhm. essayer de comprendre ce que tu voulais dire par ça, parce que je trouve ça magnifique, mais dans quel sens, si tu pouvais nous expliquer, je trouve ça très beau. Je trouvais que c'était très angoissant pour moi de vivre, parce que j'avais l'impression d'être entourée que d'effets de mort déjà Mhm. et de messages, mais j'étais submergée par des messages que je ne comprenais pas, qui me dépassaient. Ça me faisait peur en fait. Et je me sentais pas vivante. J'avais même, je crois, peur de vivre. J'avais même l'impression,
j'ai longtemps porté ça, que c'était moi qui pouvais créer même des accidents. Mm. Alors, j'avais cette impression-là. C'était très, très désagréable. Et je voulais chasser ça, ces espèces d'intuitions, de messages. Et je me sentais vraiment dans un entre-deux, mais mortifère. Et, et je pense que j'ai toujours été à la fois fascinée et curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la mort. Euh, et peut-être qu'à un moment donné, à force de chercher, on se dit bah, finalement, on le décortique tellement que c'est plus grave. C'est pas grave finalement. Mm. Je peux mourir, ça serait même libérant en fait. Et c'est vraiment, enfin, vraiment, je tiens à remercier Christian parce que ce, ce message d'amour, on meurt pas, d'avoir lu aussi vos. Moi, c'est pas quelque chose. Quand j'entends vos partages, il y a un avant et un après. Alors, moi aussi, d'une certaine manière, mais je trouve qu'il y a quelque chose de moins euh, saisissant comme ça. Euh, mais ça m'a apaisé cette expérience de Christian, de vous lire. D'abord, effectivement, ça me relie au mot qu'est-ce qui nous relie à la question de Christian. Ça m'a permis de me sentir moins seule et de me dire, mais en fait, oui, je peux apprécier ces couchers de soleil, je peux apprécier ces oiseaux qui chantent et aussi ces messages que j'ai de temps en temps et de me sentir connectée plus de manière, alors, je ne veux pas dire que je suis plus jamais triste, mais plus de manière morbide à cet après, comme s'il était hypnotique. Je sais pas si Mm. c'était clair. C'est très clair, oui. Et c'est très Mm. beau, en effet. Merci. Merci beaucoup. Alessandro, tu veux Moi, prendre je voudrais, oui, je voulais juste revenir sur ce que disait Anne. Quand tu as dit il y avait moins, c'était moins saisissant. Très sincèrement, pour le récit, c'était ce qui me posait le plus de problèmes quand j'ai eu l'entretien avec Christian, parce que cette descente aux enfers de 14 années, ben, je me suis pas relevé le matin au bord du lac dans l'exemple que j'ai pris. Mm. Ça a vraiment été un processus de descente, puis avec des montées spirituelles et des redescentes. Et typiquement, il y a une chose dont où j'ai vraiment fait un palier, j'avais toujours une voix, chaque fois que j'essayais de valoriser ce que j'avais appris à travers toutes mes pertes, à la fin, j'avais ma petite voix qui me disait, ouais, tu peux dire ce que tu veux, t'as un gros nas, t'as tout perdu. Donc, tous mes raisonnements finissaient par ça, et cette voix-là, je l'ai plus. Donc ça, c'est un vrai changement de bascule, mais le processus, il était super long, hein. Ça n'a pas été un truc comme ça où tout d'un coup, ah oui, j'ai vu la lumière, c'est Mm. super, c'est fini, hein. Mm. Alessandro, justement, quand Rouba l'a si bien dit, tu t'es posé une question très intelligente quand tu t'es retrouvé Mm. en haut, justement, Oui. de cette falaise et donc tu le racontes. Qu'est-ce que tu t'es dit alors? Parce que moi, Ouais, alors en c'est fait, pas de la curiosité malsaine, mais c'est non, non, vraiment mais juste comprendre qu'est-ce que tu t'es dit. en fait, c'est une question de confiance. À un moment donné, tu te dis, je n'ai plus d'arguments rationnel dont le fameux personnage qu'a décrit Rouba avant. Je n'ai plus Mm. d'arguments pour rester, si ce n'est, je fais une petite parenthèse, comme je disais, je suis pas suicidaire, j'ai une famille solide, donc ça aide Mm. beaucoup, hein, quand même. Donc je mets ça avec ma famille, enfin, ça aide un cerveau qui réfléchit à se dire, attends, t'as des gamins, t'as une femme, t'as pas besoin de te foutre en bas. Euh, mais ce qui m'a fait, c'est pas un raisonnement, c'est un espèce de certitude, comme disait avant Rouba, mais je sais que c'était Jésus, Mm. hein, c'est une certitude qu'il y a autre chose, en fait. Et c'est une certitude qui s'impose, mais avec un naturel apaisant, pour reprendre ce que disait Anne. Mm. Et c'est vrai que la joie, chez moi, elle est plus fugace. Alors, elle peut être très, très forte, mais je dois aller la chercher. C'est pas un truc naturel je dois la cultiver, en fait. Autrement, elle n'est pas là, forcément. Mais bon, après, je ne veux pas trop m'étendre, mais Anne, je pourrais te partager une partie du rituel que j'utilisais pour aller cultiver cette joie, justement.
tu veux bien. Voilà. Mais Anne, toi aussi, tu as cette certitude. Je reviens sur ton récit que moi, nous, on le connaît, pas les participants, ils le découvrent ce soir. Mais je te cite, tu as dit, je sais que je traverse quelque chose de compliqué en ce moment, mais je sais que je vais arriver. C'était une métaphore comme j'arrive de l'autre bout du lac. Enfin, en tout cas, tu vas te retrouver de l'autre côté. Tu vas être dans ta safe place, quoi. Tu sais que tu vas y arriver. Et donc voilà, toi aussi, tu as ta certitude. Tu vois, il y a voilà, cette prescience de ce qui t'attend. Et voilà, j'ai l'impression que tu sais que ça va aller, en fait. Je pense que Anne résume ça en quelques mots quand elle dit la vie est une expérience. Exactement, ouais, tout à fait. Et C'est- qu'il n'y a que ça peut-être à faire. C'est une expérience. Euh, la joie, elle est là. Et c'est un peu comme ce qu'a dit Alessandro. Euh, Ça a été, en tout cas, l'événement que j'ai décrit au début de mon récit, ça a été le début. Ça fait 10 ans. Et ça fait pas 10 ans de feu d'artifice. Au contraire, quand on se dépouille de ses rôles, c'est des moments de souffrance, parfois de souffrance extrême, hein. Donc, c'est, je marche pas sur l'eau tous les jours, quoi. Au contraire, c'est mort et résurrection, en fait. C'est ça le chemin, en tout cas, qui a été le mien durant ces 10 dernières années. Et c'est une mort et résurrection comme un process en fait naturel qui me dépasse parfois. On se sent poussé vers des directions et on se dit, ah, mais c'est pas possible, pourquoi non, je peux pas, c'est pas possible. Et en fait, on y va quand même. Et parce qu'on est guidé, parce qu'on sait, parce qu'on se dit, bon, bah voilà, j'ai dit, je vous fais confiance, hein, et donc je le vis. Mais c'est pas des moments de joie extrême tous les jours, hein, absolument pas. Je dirais même que, en tout cas, ma joie, elle n'est pas du tout raisonnable, ni logique, ni rien du tout, hein. C'est quelque chose qui me tombe dessus. Je ne sais pas pourquoi je suis joyeuse, hein. Vous voyez? Par contre, je sais pourquoi je souffre, hein. Ça, je le sais. Enfin, je pense le savoir. Après, je découvre, oh, bon, non, il y a d'autres choses à déconstruire. Mais enfin, en tout cas, euh, comment dire? Anne, tu disais que la vie est une expérience. On a l'impression, peut-être, notre premier réflexe, c'est de nous dire que nous sommes les expérienceurs, c'est nous qui faisons cette expérience-là. Je pense que la vie, au final, c'est une expérience qui arrive à travers nous. Enfin, elle nous traverse. C'est tout, quoi. Et je pense que on maîtrise pas vraiment rien du tout, quoi, j'ai envie de dire. C'est tout. Et alors, admettre ça, c'est assez. L'admettre, le comprendre et aussi l'avoir en tête tout le temps, c'est pas un réflexe naturel. Et donc, et c'est ce qui cause notre souffrance aussi et notre impuissance. Moi, toute mon expérience a commencé dans un contexte d'impuissance totale. Et en fait, c'est Alessandro, je crois, qui disait, c'est accepter. En fait, ça commence quand on accepte, en fait, la souffrance. Et en fait, c'est au-delà de la souffrance, c'est d'accepter tout ce qui est, quoi. Alors, je n'ai toujours pas trouvé quand faut-il agir et être sûr que nous agissons dans le bon sens et pour les bonnes raisons et quand il faut laisser être, hein. Et je pense que c'est tout un art et que je ne maîtrise absolument pas aujourd'hui, ce soir quand je vous parle. Au contraire, hein, aujourd'hui ça a été compliqué et pourtant je suis là et je suis très joyeuse. Je m'attendais pas du tout, vous voyez. Donc voilà. Et qu'est-ce que J'ai une finalement... question pour toi, Rouba. Ah, pardon, Non, non, vas-y, Christian. vas-y, vas-y, vas-y. Euh, je trouvais ça passionnant parce qu'en tout cas, moi, c'est mon cas systématique, justement. Donc, quand tu dis que la vie, c'est une expérience qui nous traverse, j'ai aussi Mm, justement l'impression qu'on a un rôle à jouer sur Terre. Et donc, justement, moi, à travers le fait que j'ai compris qu'on avait fait une sorte d'ingénierie pour que je sois là, c'est le but du mot survivre, c'est de vivre à fond mm, et de trouver sa place et faire quelque chose pour le rendre et la mm, reconnaissance que j'ai envers mes parents. Mais ce que je voulais demander, c'est parce que moi, en tout cas, depuis le décès de ma mère, je l'ai aussi toujours à côté de moi. Et je voulais mm. savoir si tu la sentais encore toujours pour ça et Ma si tu mère? continuais à... Oui, Oui. parce que tu as dit que Euh, tu...
avais on va dire deux forces autour de toi. Donc, je voulais savoir. Et Là, alors, je trouvais ça. j'en ai découvert d'autres, hein, des présences en tout cas. Et comment dire, mon esprit scientifique et cartésien me pousse toujours à étudier et à essayer de comprendre. Et j'ai eu une plusieurs années, les premières années, j'ai essayé de comprendre, d'étudier, etc. Tout en me laissant guider sur des terrains inconnus, mais c'était assez épuisant d'essayer de tout comprendre avec la logique. Donc c'est pour ça que je dis, bon, laisser l'expérience se déployer aussi, c'est se permettre en fait à, à l'inconnu, l'invisible, le plan de Dieu, excuse-moi Alessandro, le plan de l'univers, de se faire à travers nous. Oui, je ressens la présence, alors pas toujours physiquement, mais je peux la voir, l'entendre, dialoguer avec elle, mais avec d'autres. Alors je me suis découvert justement, ça m'a ouverte à des capacités spirituelles qui étaient assez déroutantes. Donc, et là, je comprends tout à fait ce que partage Anne, par exemple, sur recevoir des messages, ressentir des présences, faire passer des personnes décédées et bloquées ici, là-bas. Tout ça se fait. C'est pour ça que je dis, c'est intéressant aussi de laisser la vie se déployer à travers nous. On ne m'a jamais appris, on m'a jamais dit, tiens, c'est comme ça qu'on fait passer un mort dans la lumière. Et pourtant, je savais le faire. Et pourtant, je doutais. Et je me disais, mais attends, non, c'est. Et quand je décrivais la personne, que je voyais la photo de la personne, j'étais saisie au plus profond de mon âme. C'était bien la personne que j'avais vue et c'était bien la personne que j'avais fait passer. Et le message qu'elle m'a fait passer, ça parle à la personne, les objets dont elle parle, les descriptions qu'elle donne, etc. Donc ça a été ce côté du Hercule Poirot de l'invisible, d'essayer de dire, ah, donc oui, effectivement, donc je suis pas en train de devenir folle. Et puis ça a été aussi euh, voilà, d'autres capacités spirituelles, ce qui m'a poussé aussi à aller explorer enfin certains aspects. Donc je sais que Anne et Alessandro ont exploré le côté chamanique, je l'ai fait également. Les rêves aussi avec Florence qui présente ici. Et puis aussi des expériences très personnelles, voilà, où on reçoit des informations sur les personnes, on peut accompagner les personnes sur un plan de l'âme, etc. Je, on m'aurait dit, c'est pour ça que je dis, laissons l'expérience advenir, parce qu'on m'aurait dit il y a 10 ans de ça que je serais cette personne et que je vivrais ça et que je dirais que on a des âmes et que les morts sont vivants et que voilà, donc je dis que quand tu disais je suis ici pour une raison, je me suis toujours dit ça, mais plus j'avance, moins je sais. Je sais juste que je n'ai pas en tête la vue générale. Je pense que je l'aurai peut-être jamais tant que je suis dans cette incarnation-là. Peut-être à un moment de passage de l'autre côté, je saurai. Mais au final, je aujourd'hui, je suis à un moment de ma vie où je me dis c'est pas important. C'est pas important de savoir qu'est-ce Exactement, que je ouais. suis venue faire ici, quoi. Tu vois? Exactement, ouais. Mhm. Excusez-moi, Pas besoin, ouais. Ouais. pardon, je contrôle un peu l'heure. On pourra continuer si vous le souhaitez, mais néanmoins, on va quand même essayer de tenir, enfin, faire l'essentiel dans l'heure. Et en particulier pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions à poser aux invités, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez débrancher vos micros ou le faire par le chat. Donc, sentez-vous tout à fait à l'aise pour le faire. Et j'aurais envie de vous demander à tous les quatre si, finalement, c'est d'exprimer qu'est-ce que ça vous a apporté finalement de libérer la parole sur ces sujets, sur ces moments d'entre-deux qui étaient profondément solitaires, profondément intimes. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement? Et aujourd'hui, quand vous en parlez là entre vous quatre, qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être rien, je me trompe peut-être, mais Non, moi, ça ouvre vraiment, ça, c'est une sensation. Ça, c'est comme ça. d'accord. Bah, à titre perso, ce que j'ai trouvé, alors bien sûr, j'ai ressenti beaucoup de choses intéressantes
mais ça m'a frappé le parallèle entre ce qu'a traversé Rouba et moi. Et pour la petite histoire, tu utilises Jésus et Dieu n'est pas un mot tabou chez moi, hein. Oui, oui. Mais moi, j'utilise la Vierge des Guadeloupe. Et pour ceux qui, je vous invite à aller regarder ce que c'est si vous n'avez Ah, jamais entendu ouais. ce nom. C'est un miracle avéré. Et donc, j'utilise l'énergie féminine de la même tradition pour un mec. Et toi, Jésus, je trouvais le parallèle sympa. Ah, Et, j'aime beaucoup la Vierge et, Marie aussi. et cet échange, si tu veux, pour moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est une souffrance qui est tellement autoconstruite. Parce que quand j'avais encore du cash, puis que tu regardais ma vie, tu te disais, mais machin, c'est bon, hein, il bosse pas, il Mm, compte pas ses fins de mois, il est en vacances toute l'année ou quoi. Et en fait, je me faisais souffrir tout seul. Et en fait, à travers vos récits et le reste, et ces études, bah, tu te dis, mais tout le monde ramasse. mm. Il n'y a personne qui arrive à Oui, 50 oui. balais qu'on n'a pas pris plein la face, quoi. Donc, et pour certains, ça commence très tôt. Donc, ça, je Ouais. trouve ça aide à dédramatiser la petite souffrance du «Oh, je suis un pauvre chéri, j'ai bien souffert», alors que, après, on peut pas quantifier la souffrance. Chacun, surtout si elle est psychologique, Mm, elle est propre à chacun, mais je trouve que, en tout cas, moi, ça m'ouvre sur le fait de dire, attends, d'ailleurs, je me le dis quand je rencontre quelqu'un, ça vient. C'est Frédéric Lopez qui avait cité quelqu'un dont je ne me rappelle plus le nom, qui disait, quand tu rencontres quelqu'un, dis-toi qu'il a traversé au moins 3 fois l'enfer. Et ça aide avec les cons, par exemple, si vous me passez le terme, parce que c'est facile de mettre quelqu'un dedans, mais pourquoi quelqu'un se mm, comporte de telle ou telle manière, ben, t'en sais rien. Alors, t'en sais rien et tu sais pas ce qu'il a ramassé ou ce qu'elle a ramassé. Voilà, quoi. Je me permets de te citer, Alessandro. Oui, Tu dis à un moment, tu dis l'autre, c'est moi que je ne connais pas encore. exactement. mm, Ça, c'est un gros apport alors de ma remontée, hein, c'est de m'ouvrir sur les autres. Puis si je prends un petit exemple, ce que je mesurais pas avant, c'est que j'avais une espèce de condescendance pour les mendiants, pour les gens qui galéraient vraiment, parce que je disais, mais t'as qu'à bouger ton cul, mec. mm. Ouais, c'était un espèce de réflexe sous-jacent. Puis tout d'un coup, tout s'effondre, et même quand on se bouge et on se surbouge, il n'y a rien qui va, bah tiens, du coup, peut-être que tu sais pas ce qu'il a vécu, celui qui est là assis avec Mm. son gobelet. Donc voilà, ça beaucoup, beaucoup de choses. Et toi, Hubert, le fait d'avoir parlé de ces sujets, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi qui vis dans des cultures tout à fait différentes au quotidien? Non, ben que le partage qu'on applique tous les jours ici à travers des autres expériences, etc. Mais ça me touche d'entendre on traverse en effet tous des expériences similaires, pas similaires, des deuils, euh, des résurrections, comme Ruba l'a dit, ou même Alessandro à travers d'autres choses, et Anne à travers ses expériences. Donc non, c'est quelque chose de très positif de pouvoir partager ça. J'ai envie de même pouvoir avoir la chance de pouvoir continuer cela. Bon, je sais qu'on n'aura pas 20 heures maintenant, Mm. mais voilà. Et pour rebondir sur ce que Rouba disait, quand on parle d'abord, elle a joué un rôle, puis maintenant elle a son rôle et elle sait pas exactement lequel c'est. Et donc, moi, ce que je me dis systématiquement, parce que comme je l'avais dit à Christian, je suis un peu un éternel insatisfait, je veux toujours faire plus, faire plus, faire plus. Et en fait, c'est plus continuer à vivre. Et j'ai entendu, et j'ai beaucoup rigolé quand Alessandro a dit, ben, j'avais toujours dit que si je gagnais au loto, à l'euro-million, j'ouvrirais une école. Et finalement, tu l'as quand même fait alors que tu n'as pas gagné. Donc finalement, faut juste vivre. Et puis, à la fin de la fin, les choses qu'on veut vraiment faire se mettent devant nous. Je veux pas non plus être trop un bisounours en disant que voilà, il suffit d'attendre chez soi et que ça tombe sur nous. Mais quand on bouge Mm. et qu'on veut changer les choses, ou à la fin, souvent, je sais pas si c'est le plan d'un grand architecte au-dessus de nous ou Mm. notre force intérieure, mais voilà. Donc moi, ça me fait toujours du bien de discuter de ce genre de choses et je suis parler d'apaisement, encore plus apaisé. Moi aussi, j'ai eu une mauvaise journée, Rouba, donc je suis très J'allais vous content poser la question à de, tous en disant de comment s'est passée terminer votre journée.
de terminer la journée là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Et merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est juste pour les invités, pour respecter effectivement mon engagement d'1 heure vis-à-vis de ces invités, c'est de dire que l'ensemble des récits que vous avez posés, en fait, sont accessibles sur le site de Planète Sapiens. Je me permettrai donc de vous envoyer les liens par mail à l'issue de ce rendez-vous. Et ce qu'on vient de se dire là fera l'objet d'une vidéo sur YouTube. Donc, si certains d'entre vous ont envie de nous quitter maintenant, bah, qu'ils le fassent, il n'y a aucun problème. Mais moi, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est que si vous avez encore un peu de temps, nous pouvons continuer l'échange si vous avez envie. Si vous avez des obligations, je comprends tout à fait. Il est 21 heures. Je vous avais promis de vous lâcher à 21 heures, donc sentez-vous libre. Mais si vous souhaitez effectivement continuer et vous poser des questions, puisque peut-être, enfin, il me semble ressentir encore des questions sous-jacentes par rapport à vos expériences et à ce que ça a pu changer chez vous, et en particulier peut-être dire en quoi ça facilite finalement. Vous avez parlé vous avez employé les mots apaisants, en quoi ça facilite finalement la perception des choses, même quand les journées comme aujourd'hui ont été pourries pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, qui veut éventuellement continuer là-dessus? Oui, alors en parenthèse, Rouba, ma journée n'était pas si mauvaise. Bon, On est plutôt dans une période calme avant la tempête de la semaine prochaine, après la reprise des vacances. Mais dans ce qui a changé, par rapport au personnage, je trouve ce qui est très intéressant, c'est que ce personnage ne m'a pas complètement quitté. Il y a plein de choses où je continue à me surinvestir, etc. Mais alors plus du tout avec la capacité d'avoir un détachement avec ça, en disant je m'en fous en fait. Ça rejoint ce que disait Anne, bah, c'est une expérience. Donc ça peut être frustrant, mais là, j'étais toute une longue partie de ma vie soupolée à pouvoir péter les plombs 20 fois par jour. Et puis bon, ça ne veut dire pas que ça m'arrive plus, mais ça m'arrive mm, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins souvent en disant, bon, bah, essayez pas plus, entre guillemets, fais ce que doit, bien que pourra, puis voilà, quoi. Donc, des fois, on maîtrise pas. Et typiquement, dans la recherche de fonds pour une institution comme ça, les délais, c'est infernal. C'est 3, 4 ans parfois pour avoir une décision. Alors, tout le monde est d'accord pour dire que c'est formidable et qu'on devrait le faire. Donc, ça demande beaucoup de patience. Et finalement, je pense il y a quelques années avant cette descente, euh, ça m'aurait vraiment beaucoup plus affecté, typiquement, ces délais de réponse pour avoir de l'argent que ce que ça m'affecte aujourd'hui. C'est voilà un bon exemple très concret. Ouais. Roger. Et, et tu crois réellement que c'est lié à ce passage difficile que tu as connu? Ou- Moi, je suis complètement, parce que d'une part, je continue, même si j'ai simplifié mon rituel, moi, je me méfie de mon personnage et d'y glisser gentiment de nouveau en devenant avec cette surexigence, et cette surperformance pour tout le temps. Donc, je me méfie, je sais que ce truc-là est là, c'est des sillons dans mes synapses hein, qui sont profondément creusés. Donc, si je ne fais rien, ça va reprendre ce chemin-là. Et donc, l'expérience en question me fait tous les matins, parfois le soir, mais surtout le matin, avant de faire ma journée, je m'aligne spirituellement. mm, Et ça me permet de me tester. J'en suis où? Est-ce que je suis de nouveau d'une phase de stress sous cortisol à fond et vas-y, mm. ou bien est-ce que je suis capable de me poser 5 minutes, hein, je fais pas 30 minutes, hein, je fais 5 minutes, mais de me poser vraiment. Sans dévoiler de secret, Alessandro, je crois que tu as écrit un bouquin là-dessus. Oui, alors je voulais pas, mais j'ai écrit un livre qui permet enfin, l'objectif de ce bouquin était de dire à des gens, bah, Anne, j'ai envie de te l'envoyer, mais après t'en feras des choux et des pâtés, parce qu'en fait, quand tu dis, ouais, mais j'y suis pas encore, j'aimerais bien y aller, bah, le rituel, en fait, dans ce bouquin, je pose le rituel que j'ai utilisé pour me sortir de mon marasme. Et je pense il est basé sur une réflexion occidentale. Donc moi, j'avais toujours ce problème, comme l'a dit Rouba,
d'avoir toujours le rationnel qui revient et je pouvais pas juste me mettre à prier, surtout que je suis né catholique, puis que pendant une longue partie de ma vie, j'ai rejeté ça, donc c'était compliqué pour moi de le faire. Donc d'avoir un rituel spirituel, mais laïque, c'est-à-dire bon, n'importe qui Mm. peut faire référence, utiliser cette notion de spiritualité qui est basée sur quatre constats qui sont rationnels, c'est que le cerveau ne produit pas la conscience, donc elle préexiste, elle subsiste. Le temps tel qu'on le vit de manière linéaire, c'est une illusion de notre mental pour comprendre le monde. Peut-être que le temps, Christian, c'est un sujet qui t'a déjà effleuré. Oui. Euh, Et, euh, et que la séparation aussi est une illusion. Donc la séparation entre nous, c'est l'illusion de notre condition. Et c'est pas le cas. Et de tout ça résulte que des êtres qui sont désincarnés, alors typiquement la référence à Mm. Jésus ou d'autres, ils peuvent nous aider si on en fait la demande. Et sur la base de ces quatre constats, qui n'est pas du tout notre éducation occidentale et que j'argumente, hein, dans, dans, dans la première partie de mon bouquin, j'ai pondu un rituel qui, moi, qui m'aidait à accepter de le faire. Parce que demander à des anges de m'aider quand on est éduqué au rationnel, c'est compliqué, hein. Il y a toujours une petite voix qui dit, mais oui, c'est bon, c'est tout ce que tu as trouvé pour pas te flinguer ce matin. Là, il y a cette espèce de sournois personnage rationnel, scientiste et pas scientifique, scientiste, qui vient te dire c'est de la foutaise et qu'il faut dépasser. Puis une fois que tu fais confiance, comme tu dis, ben voilà, moi, c'est vraiment euh, c'est la, pour aller dans le sens que disait Rouba, dans des événements, tu vois, le point de bascule, ça a plus été, j'ai eu plusieurs éléments qui se sont additionnés et qui ont fini par me sortir du truc, dont une fois une séance d'hypnose légère avec une thérapeute où j'ai reçu vraiment la Vierge. Alors je dis la Vierge dans le sens de la Pachamama, la Vierge, la mère de toute la vie et de tout l'amour qui est disponible sur Terre. Et rien que de vous en parler, bon, on voit pas mes poils qui s'hérissent à la caméra, mais une énergie tellement phénoménale dans notre société de macho. Et moi, je suis 1 m 60 ans, donc j'ai vraiment été éduqué avec ce machisme ambiant qui est tellement inconscient heureusement aujourd'hui, on est conscient. Mais c'est tellement 1000 fois plus fort que l'énergie masculine. Et c'est ça sur lequel je me branche le matin, par exemple, Mm. pour démarrer, pour me tester. Me dire, est-ce que je vais être capable de porter de l'amour auprès des autres, y compris ceux mon ego n'aurait pas envie d'en donner. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose encore? Moi, j'ai beaucoup aimé quelque chose qu'a dit Alessandro dans son récit, qui, moi, m'a parlé profondément. Et c'est là où je vois que, ben, je sais pas, il y a vraiment un lien entre les êtres humains, en tout cas entre les âmes. Il a dit, alors peut-être que je l'ai compris comme moi l'entends, mais tu me diras, Alessandro, tu as dit, il y avait, quand tu souffrais quand même, ou j'en sais, enfin, en tout cas, Hein? dans ta vie d'avant, ou je pense que c'était avant ta bascule, enfin, en tout cas, Ouais. cette illumination. Ah, c'était juste après. Tu t'as dit, c'est comme si tu étais nostalgique d'un endroit, mais que tu avais Alors, ça, trouvé. C'est quand et ça, tu ne peux pas savoir. C'était comment dire, c'est encore. Et toi, j'en ai les larmes aux yeux. C'est une souffrance d'âme très exact. profonde chez moi. Je ne savais pas mettre en mots. Je savais qu'il y avait un ailleurs qui était ma maison et que je ne trouvais pas. Je suis une immigrée, hein. Je pensais que c'était une histoire d'immigration. Non, non. Et je savais. Donc, c'est pas la maison. En fait, ma maison, elle est dans un autre plan. Et c'est ça que j'ai compris. Euh, Dans ces expériences-là, quand tu dis je reçois cette énergie-là et tu sens l'énergie, etc. Les états dans lesquels, les états de conscience modifiés, ou en tout cas des états que moi je peux atteindre maintenant, enfin, plus tu fais, plus en fait tu y es facilement et rapidement, tu reçois, tu es à la maison. Tu es un peu à la maison.
Et en fait, c'est pénible. Alors c'est intéressant, enfin parce que j'ai commencé mon récit en me disant la présence m'a dit on ne meurt pas et donc est-ce que ça voudrait dire que je dois célébrer la vie, etc. Moi, je reste très nostalgique de la maison et je me dis c'est Sainte Thérèse de Lisieux que j'adore, qui parle de Dieu avec les mots que moi j'ai expérimentés et donc c'est une âme sœur. Elle dit la vie est un exil. Elle a vécu sa vie comme un exil, la vie incarnée là. Euh, Moi, je le pense profondément et je pense que ça sera peut-être une souffrance jusqu'à la fin de cette incarnation-là. Euh, et c'est pour ça que je me disais, mais à quoi bon? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon rôle? J'ai baissé les armes là-dessus. Je me dis, je suis. Voilà, je suis. C'est tout ce que je voulais partager. C'est, voilà, je suis. Que C'est ce tout que ce qu'il y a à faire. tu viens de dire, en fait, est un très bon résumé de beaucoup d'interviews que j'ai menées, puisqu'en vérité, le sujet qui revient souvent, qu'il s'agisse de témoignages, bien évidemment d'EMI au sens expérience de mort imminente, mais les EMI tels que je les appelle aussi, ces expériences de moments intermédiaires, euh, le fait de vouloir revenir à la maison est quelque chose qui revient très souvent dans les témoignages. Et ce Ouais. n'est peut-être pas sans raison si dans un livre qui va sortir dans 15 jours, je parle d'un oiseau qui cherche sa maison durant toute la lecture du livre. Donc, voilà. Mhm. La maison, bien évidemment, est un sujet essentiel. Et quand tu dis que nous sommes en exil pendant cette vie physique, oui, c'est une façon de dire les choses. Bon, peut-être un petit peu, comment dirais-je, un peu clivante en tout cas, parce que l'exil sous-entend quand même des choses pas très agréables. Euh, la vie physique peut être, voilà, l'existence peut être agréable, bien évidemment. Mais Ah bon? oui, c'est ce que révèle en fait, c'est ce qui fait ressortir beaucoup de ces. Pourquoi tu ris, Alessandro? Non, j'ai dit, ah bon, pour te taquiner. Ah bon, elle Ah, peut j'ai être pas entendu. agréable, la vie. La vie peut être agréable? Ah bon? Ah bon, c'est une nouvelle, ça. Ah, c'est une bonne nouvelle. Bah oui, actuellement, on peut se poser la question Je quand plaisante. même. Mais tout ça pour dire que, ouais, je crois, en tout cas, moi, ce que je retiens aussi de tous ces témoignages, alors les quatre autres, bien évidemment, mais tous les autres aussi, c'est le fait que, aussi difficile soit cette existence, parfois, bah, elle- on y trouve du sens à partir du moment où on touche ce qui est au plus profond de nous, quoi. Et c'est ce que je pense que vous avez Mm. livré dans vos récits, finalement. C'est ce qu'on lit au travers des lignes, c'est ce qu'on voit dans les photos qui illustrent vos ouvrages. Euh, c'est qu'en fait, tout se passe au plus profond de nous. Et comme je crois que c'est toi, Rouba, qui disais ça au début, il faut effectivement se dévêtir pour, Mm. co- comme un oignon, finalement, pour accéder au cœur, en fait. Voilà. Et Mm. ça, je vous l'avais dit, je crois, hein, pour moi, l'expérience de mort imminente, c'est toujours finalement l'image de porte, enfin, d'une porte à deux battants qui s'ouvrent. L'une est porteuse de l'ego, l'autre du mental, et derrière ces portes, on trouve notre soi, enfin, qui nous sommes réellement. Donc, quelle que soit l'expérience, en fait, ça nous ramène toujours à l'intérieur. Et que peut-être ce que d'aucuns appellent Dieu, d'autres Jésus, se trouve au plus profond de nous, en effet. Mm. Voilà, donc ça, c'est en tout cas ma contribution à vos échanges. Alors, je ne sais pas si on conclut là-dessus, mais en fait, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que j'espère que vous avez répondu vous-même chacun, en tout cas à la question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi nous réunir tous les quatre, tous vous quatre. Je crois que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui nous relie, qui nous dépasse. Les mots utilisés, les expériences vécues pour en parler sont tout à fait différents, hein. Mais par contre, le sens que vous exprimez au travers de vos différents vécus euh, bah, retombe toujours à la même chose. Donc, nous avons commencé cette réunion, enfin cet échange avec quatre personnes qui ne se connaissaient pas au travers, si ce n'est la lecture que vous avez eue chacun l'un des autres, les uns des récits de l'autre. Ben maintenant, vous êtes libre effectivement d'échanger entre vous autant que vous le souhaitez. Et je pense que vous avez de belles choses à partager, en tout cas. Et puis, si
ça peut donner envie à d'autres de venir témoigner grâce à vous, bah, je pense que c'est quelque chose qui sera bien pour ce que bah, vous connaissez ce vocabulaire, hein, qui est celui de la forêt de l'humanité que je porte, le projet que je porte, et bah, vous l'incarnez pleinement. Donc ça, c'est quelque chose qui fait vraiment pleinement sens. Donc moi, je suis extrêmement heureux ce soir d'avoir pu prendre 1 heure et quart de votre temps pour vous écouter à nouveau, ce que nous avions déjà fait dans le passé. Euh, et puis surtout de vous mettre en connexion, de faire en sorte que vous soyez reliés les uns aux autres maintenant, tous les quatre. Et puis j'espère à ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez des commentaires, n'hésitez vraiment pas à les faire parce qu'effectivement, ça nous intéresserait de savoir comment vous voyez, comment vous vivez ces récits, vous qui n'avez pas lu les livrets de chacun, vous qui découvrez ces personnages. Qu'est-ce que ça vous inspire? N'hésitez pas à le dire, euh, maintenant ou plus tard d'ailleurs. Mais moi, c'est ce que j'avais envie de vous dire. C'était vraiment un immense merci pour, d'une part, pour votre temps, bien sûr, et puis pour bah, ces frissons qu'Alexandro a exprimés sur ses bras tout à l'heure. Je pense que ouais, ça valait la peine en tout cas. Et écoutez, l'objectif, quand je vous en ai parlé, c'était de pouvoir faire cette réunion de façon mensuelle. Euh, oui, il y aura d'autres numéros, bien évidemment, avec une cohorte différente. Mais je pense que le fond du message sera le même. Et voilà, donc ça, c'est mon mot de la fin. Et j'aimerais, je vous laisse la parole si vous souhaitez la prendre, chacun d'entre vous, pour, euh, pour peut-être dire quelque chose que vous n'avez pas encore eu le temps de dire, sans obligation. Mais Alessandro, vas-y. Moi, je remerciais Guillemette, je sais pas Ah, comment on le prononce, qui nous a mis un petit mot. Ouais. d'accord. Merci, Guillemette. Est-ce que vous avez un mot de la fin chacun à dire par rapport à comment vous vous sentez maintenant après avoir accepté cette invitation où on ne savait pas trop où nous allions mettre les pieds, que ce soit des Hauts-de-France, que ce soit de Paris, de Lausanne ou du Togo, qu'est-ce qu'on ressent ce soir après ça? L'envie de prolonger. Oui, de prolonger. Très bien. Moi, j'ai mon prochain meeting à 8 heures demain matin, j'ai le temps, hein. Ah, mais continuons si vous le souhaitez, bien évidemment, bien évidemment. Alors, non, parce que enfin, ce que je trouve très intéressant, c'est que depuis le début, ce qui est difficile dans l'opération du livret déjà, et j'ai ressenti la même chose avant de commencer ce soir, c'est quand même très intime, comme a dit Hubert, ou je sais plus qui l'a relevé. Et ouais, on a l'impression de se foutre à poil et puis peut-être même de se dire, mais qu'est-ce que les gens ont à foutre de nos histoires, tu vois, aussi avec ce truc derrière, de dire, mais c'est sa vie, chacun a ses souffrances, qu'est-ce qu'on s'en fout. Et puis en fait, très vite, l'échange, j'avais pas compris quand je t'ai dit oui, que il y avait d'autres personnes qui allaient nous écouter. J'ai cru qu'on allait se retrouver que les cinq d'abord. J'ai dit, waouh, mais attends, on va se foutre de nouveau à poil devant tout le monde avec des gens qu'on connaît pas. C'est pas un sentiment qui était confortable, voilà, de dire, de parler de choses qui sont très intimes, puis finalement, soit que c'est ultra naturel, en fait. Quand on ressent qu'il n'y a pas ce que j'appelle des fois, moi, de la stupidité, c'est un mot Hmm. agressif, mais de la fermeture absolue sur un matérialiste primaire, c'est fatigant, en fait, de parler de ce type de sujet avec des personnes qui sont encore et qui veulent rester enfermées. Donc, j'ai pas eu ce souci-là et très vite, ça s'est estompé. Donc, c'est agréable. Je Je suis pense que c'est content important. d'avoir des voix aussi Écouter, derrière les écrits. écouter est un pouvoir écouter, accepter d'écouter ce que dit l'autre est, à mon avis, une vraie richesse, bien évidemment.
Merci d'avoir créé ça, Christian. Ah, mais c'est vous qui l'avez créé au travers de vos échanges individuels. Sans vous, non, non, il n'y a pas. De il y a- l'avoir initié alors. Et merci à vous d'avoir contribué. Merci à toi. Ouais, Hubert, merci beaucoup. qu'est-ce que tu ressens, toi qui est arrivé dans ce récit? Il faut que vous sachiez que Hubert, en fait, nous sommes rencontrés parce qu'un de ses amis avait déposé son récit et il s'est dit, tiens, tu devrais aller interviewer Hubert. De la même façon que toi, Alexandro, tu On m'as. va aller faire dodo. Pardon? Pardon, ou pas? Ah non, j'ai rien dit. Je crois que Ah, c'était pardon, quelqu'un. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui a dit d'aller. D'aller faire dodo. Je sais pas si. Ouais, C'est moi c'est aussi, je mon vais petit devoir aller coucher. Voilà, C'est Guillemette parce que mon toutou a envie d'aller dormir. ouais, voilà. tu nous avais quittés. C'est une réalité physiologique. C'est le mot. Merci, Lynette, Non, au non, revoir. ben, moi, Merci, Guillemette. merci beaucoup de nous avoir écoutés, Guillaumette, Julie, et toutes les autres personnes qui étaient là. Mais non, je suis ravi, c'est toujours un vrai plaisir et ravi de discuter avec d'autres personnes si nécessaire, toujours disponible pour partager et donc ravi de pouvoir plus creuser euh, et Mais d'approfondir nos expériences communes. Comme j'ai dit, c'est bon, voilà, on commence à avoir un certain âge. Bon, je ne peux pas vous dire ça moi, à vous, évidemment, parce que je suis sans doute plus jeune, mais je sais, j'ai toujours été un des premiers à avoir perdu mes parents, donc je sais que voilà, ça renvoie dans un âge adulte. Ça nous fait grandir. Ce qui m'a fait sourire par rapport à Rouba, c'est que elle a dit que justement, à 9 ans, elle a perdu sa mère, mais qu'elle est restée le même enfant jusqu'à ses 30 ans. Euh, Moi, oui, j'ai l'impression que ça m'a fait en effet rester un enfant pendant encore quelques mois, le temps de récupérer d'une catastrophe pareille, et puis après de se reconstruire petit à petit, quoi. Mais c'est pas ce récit-là que j'ai raconté à, à Christian quand Mm. on s'est rencontrés. J'ai hésité voilà, je jusqu'au pense dernier qu'on avait moment, je me décroché rappelle. le call. Je savais toujours pas ce que j'allais raconter, donc voilà. D'autant plus qu'il y avait Mais d'autres. vraiment, c'est un vrai bonheur et donc je suis très content et ravi de faire des connaissances et des rencontres comme celle-là. Merci beaucoup, Christian, d'avoir organisé ça. Je sais que tu dis qu'on a créé ça, mais on a créé ça tous ensemble. Et je te l'avais dit déjà dans notre call que rien que faire des communautés comme ça, vous avez parlé du mot amour, aimer. Je pense que c'est extrêmement important dans le monde dans lequel on vit pour l'instant. Alessandro, tu l'as bien décrit, matérialiste, etc. Parfois avec de la condescendance. On ne sait pas ce que les gens vivent, mais si on peut avoir de l'empathie, de l'amour, s'aimer, aimer son interlocuteur, aimer son prochain, ça c'est facile, mais aimer les personnes qu'on connaît un peu moins, c'est toujours un peu plus difficile. Donc voilà, ce genre d'expérience permet de donner et recevoir et donc de montrer quand même de l'amour envers des personnes. Voilà. Et je vois que Guillemette, tu es encore là. Ah oui. Est-ce que tu aurais envie, toi, en tant que spectatrice extérieure, nous dire ce que ces témoignages te font ressentir? Beaucoup d'amour, c'est certain. Et peut-être enfin oser l'interview. Alors, ça, c'est complètement off. Ah ben Il faut oui, que vous mais sachiez que Guillemette est une voisine, en fait. Et je lui ai présenté le projet. Et bien sûr, Guillemette a toujours résisté à faire ça. Mais bon, je ne sais même pas Ça fait comment vous la beaucoup de bien en tout cas, convainquiez. Guillaume, si je peux eh te le oui, dire, ça fait oui, vraiment beaucoup de bien. oui. Je... Je pense parce que j'ai vécu aussi des moments difficiles et je pense que peut-être que ça va m'apaiser pour un nouveau départ. Ah bah, venant de toi, Exactement. c'est un grand plaisir. Et je vois que Philippe est encore là. Philippe, tu Oui, es oui, là, Philippe? Ouais.
Ou Pascal? Marie Oui, est là. on est là, ouais. Ouais, ouais, on est là. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous raconter, vous? Enfin, non pas vos Qu'est-ce qu'on histoires. a à voir? Qu'est-ce que vous avez appris ce soir? Qu'est-ce que vous avez ressenti ce soir? À écouter quatre personnes que vous ne connaissez pas. J'ai admiré le témoignage qui était tout sauf impudique. Euh, C'était très joli d'entendre parler les gens de quelque chose qui était commun entre eux, sans rentrer dans les détails personnels. Mais j'aurais une question à poser alors, et ça va peut-être allonger un peu le débat, mais Ah bah, tous disaient on a appris à laisser tomber des rôles, enfin, il y a eu ça quand même de commun. Mais je me demandais quels étaient les signes qui montraient quand est-ce qu'on est soi-même ou quand est-ce qu'on joue un rôle. Comment on trouve son chemin pour naviguer entre tout ça. Voilà. Waouh, On a encore 2 heures, c'est ça? quelle question. ah, c'est une très chouette question. Moi, Elle est magnifique cette question, ouais. j'ai direct la réponse Jean- spontanée parce que c'est une question que je me pose tous les jours. Donc, et ça, j'ai un petit peu fait allusion avant. En fait, c'est pas de laisser tomber un rôle et de devenir autre chose, c'est d'être conscient que tu es autre chose que ce rôle social. Mais le rôle social, bien sûr, que tu vas au boulot, tu vas en famille, tu vas avoir des amis ou je sais pas quoi d'autre, bah, chacun fout son masque, a ses habitudes de comportement social qu'on garde pour l'interaction en société. Après, en tout cas, je parle pour moi, ce qui a fondamentalement changé, c'est l'identification à ça qui a disparu, qui a sauté. Et ça change tout. Quand Rouba a dit, mais je partage pleinement ce que tu disais, ah, mais je croyais que c'était ma vie, le rôle. Mais c'est exactement dans ce sens-là. Je dis, c'est un personnage, mais jusqu'à qu'on en soit conscient, ben, on se dit, c'est moi, je suis comme ça, c'est ma vie. Puis tout d'un coup, paf, il y a autre chose qui montre que oui, c'est ça, mais ça, c'est l'interaction sociale. Et ça va rester en partie. Puis après, on peut atténuer les travers de ces. Moi, en tout cas, cette connexion que je fais tous les jours, elle me permet de gérer les travers de mon caractère qui pourrait être désagréable peut-être avec d'autres personnes, notamment avec mon entourage. Tu vois, quand je parlais d'être soupe au lait, c'est pas agréable pour les gens qui vivent avec quelqu'un qui est soupe au lait. Donc ça vraiment, je suis assez content de dire que ça me demande de moins en moins d'efforts et tant mieux. Et donc, bah, voilà, tu dis, ah ouais, c'était quoi? C'est pas que je suis devenu autre chose, dire, ah, bah, j'ai laissé tomber cette mauvaise habitude, en fait. Je Ouais. trouve qu'on a beaucoup de mauvaises habitudes autour du personnage, parfois. Mm, le- Je voudrais peut-être rebondir sur ce que dit Alessandro, c'est la dernière phrase quant à l'effort. En tout cas, moi, si je peux répondre, c'était même une question que j'allais poser à Rouba, mais on n'en a pas eu Mm. l'occasion. Mais moi aussi, qui a joué des rôles dans le sens en étant métisse, quand j'étais au Rwanda, j'étais rwandais, quand j'étais en Belgique, j'étais belge, et puis blablabla, enfin bref. Euh, c'est vraiment l'énergie que ça demande. Et à partir du Mm. moment où ça demande moins d'énergie, on va encore parler d'apaisement, mais quand on sent qu'on est apaisé, qu'on vit normalement et que c'est pas quelque chose qui nous draine, là, j'ai Mm. l'impression qu'on sent vraiment qu'on est soi-même et qu'on n'est pas Mm. en, en train de surjouer, en fait. Parce que jouer un rôle, c'est normal, en fait, finalement, c'est la vie. Mais à partir du moment où ça nous draine et ça nous demande de l'énergie, donc ça devient quelque chose de drainant, là, on sait qu'on est dans un rôle peut-être négatif à partir du moment où ça nous donne de l'énergie, euh, ça nous remplit. Alors ça doit être sans doute un rôle positif parce que je pense que finalement, on est toujours obligé d'un petit peu de jouer des rôles comme Alessandro a dit, parce qu'on est des animaux sociaux et donc voilà, on doit avoir un scénario, ou alors et ce scénario, comme Rouba a dit, il est peut-être écrit par quelqu'un d'autre. On est juste en train de le faire. Mais en tout cas, moi, c'est à travers l'énergie. Quand je sens que je suis apaisé, eh ben, c'est que je suis chez moi et que je suis moi-même. Euh, et peu importe où je suis, avec qui je suis, c'est que je sais que je suis bien et je me sens bien. Voilà. Mm. Pour ce cas-là, peut-être qu'un un des bons indicateurs serait le niveau de joie, non?
la joie. aussi, évidemment, bien sûr. Bon, alors, tout ne peut pas nous rendre joyeux, évidemment, Non, non. mais Une joie parfois parfois, ouais, intérieure, une joie ouais, oui, bien sûr. qui n'est pas explosive, mais qui est. Le sentiment d'apaisement est très lié à la joie, en fait. Mhm. C'est comme ça que je Ouais, vois. moi, par exemple, je l'ai mesuré pour aller dans le sens de ta question. Très récemment, j'ai eu beaucoup de pression là, sur cette levée de fonds. Et puis, j'ai vraiment senti justement que j'arrivais plus à m'apaiser. Donc, je me dis, ah, mon gars, ton petit personnage, là, bah, il est en train de reprendre ce que disait avant Hubert. Là, ça te draine, ça te pompe du jus. Et c'est en train de me reprendre le dessus. Et en fait, l'intérêt d'avoir pratiqué, c'est de garder de la vigilance, en fait, pour dire, attends, je veux pas attendre 6 mois d'être complètement redescendu dans le personnage, identifié à fond là-dedans, avec toute la souffrance que ça génère, puis hop, un petit break, un coup de lumière divine, et hop, on est tout bon. Oui, et je voulais rajouter aussi que c'est pas parce qu'on met des filtres, c'est pas ça être soi-même, mais c'est que le filtre nous appartient. Et donc, c'est pas tout montrer, tout dire, tout faire, c'est pas crier, chanter, etc. Mais que ça nous appartient et qu'on décide et que ça soit pas par peur. On n'ait pas peur d'être soi-même. Donc, on joue ce rôle, comme j'ai dit, c'est un rôle positif. Évidemment, c'est un rôle dans le sens où on a des filtres, etc. Mais c'est le mien. Et ça me demande pas beaucoup d'énergie, ça me demande pas d'effort de mettre ces filtres. Voilà, je m'arrête là. Mais Alors, mais c'est une question magnifique en tout cas. Est-ce que ça éclaire ta question ou... Oui, 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 merci. Merci des témoignages. Mhm. si je puis me permettre, je voulais juste rajouter quelque chose, parce que je trouve que c'est intéressant tout ce que vous avez dit sur comment je sais que je suis moi-même. Euh, je dirais que on a beaucoup parlé de rôle. Euh, je suis pas persuadée qu'on soit obligé de les jouer ou de jouer. Du moment où on considère que nous sommes une âme qui est incarnée dans ce niveau de réalité-là, et que donc cette âme, elle a des choses à vivre qui sont liées à son parcours d'âme. Et donc, à partir de ce moment-là, ce sont toutes les situations que l'on vit euh, ne sont pas vécues comme des rôles, mais comme des pièces cosmiques spirituelles. Et donc, moi, là où je rejoins ce qui a été dit en termes d'énergie, c'est comment je sens que je suis alignée, je dirais ça comme ça, où je suis bien présente dans la situation. Et bien, je l'ai dit, c'est présence. C'est pas rôle, je dirais, c'est ma qualité de présence. En fait, ce que je suis, c'est une présence. Et à quel degré je suis présente dans la situation? Et c'est quand je suis pleinement présente ou quand je suis dans une vibration particulière, je reçois. Je reçois bah, mon âme pleinement, un niveau d'âme, un niveau de pourcentage d'âme la mienne, qui est présente dans la situation. Euh, personnellement, c'est comme ça que je vis euh, tout ce qui advient et que j'essaye d'expliquer les pièces cosmiques que je traverse. Et c'est l'exigence qui est la mienne, c'est d'être présente, c'est d'être dans cette qualité de présence. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis. En fait, enfin, si je peux faire passer quelque chose, c'est ça. C'est quand on est pleinement présent, quand on est connecté à son âme, on est pleinement vivant. Et on est dans cette vibration qui est éternelle, de toute éternité. Donc, on est à la maison, quoi. Et c'est amener cette présence-là dans toutes les situations souffrantes qui sont en fait le déploiement d'un scénario que notre âme est venue vivre. Donc, elle est venue être présente pleinement dans des scénarios qui sont complexes, qui peuvent être souffrants. Mais en fait, au final, tout ça, c'est notre âme et le Créateur. C'est une danse entre nous et le Créateur.
Euh, donc, la meilleure façon d'être soi-même, c'est d'être une âme. C'est de se dire que nous sommes une âme et qu'il n'y a que nous et le Créateur. J'ai- Voilà. non, merci, au revoir. C'est une très belle, je peux dire explication, mais en tout cas un très bel apport, parce que ça me renvoie à ce que je dis quand je suis amené à parler du temps, quand je fais ces conférences sur le temps. Il y a quelque chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est qu'en fait, nous sommes toujours, toujours dans le présent. Quoi qu'il advienne, maintenant ne s'arrête jamais. Mm. Et donc, vivre pleinement, c'est accepter d'être présent. Donc, c'est effectivement être dans cet état de présence. Et le fait d'avoir conscience que le présent est le seul endroit où on puisse vivre, bah oui, ça s'appelle être bien déposer sa présence, en fait. Et évidemment, le meilleur vecteur, c'est notre âme, puisque finalement, c'est ce qui est déconnecté de la lourdeur physique, en tout cas. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Et je me permets, j'espère que tu ne m'en voudras pas, Guillemette, mais je tiens quand même à préciser que cette dame que vous avez face à vous, là, c'est une dame qui va bientôt fêter ses 80 ans. Et, et j'espère, enfin, pouvoir avoir la même présence qu'elle le jour où j'atteindrai cet âge, parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, Guillemette est l'archétype Oui, merci, de Christian. quelqu'un qui vit dans la présence. Mhm. Et c'est quelque chose qui est certainement un des secrets de ta bonne humeur et de ta joie constante, Guillemette. Voilà, enfin, je tenais à le préciser puisque Merci, Christian. tu es encore présente et, et, et- et bien présente, justement. Merci. Est-ce que vous avez encore envie d'échanger jusqu'à 8 heures du matin demain? Ça, c'est c'est gros. Je prends une douche si jamais 7h30, disons. 7h30. Bon, écoutez, en tout cas, Moi, je vais devoir, hélas, vous laisser, Christian, non, non, mais on va s'arrêter c'était bien vraiment évidemment. Non, passionnant. non, 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 mais il est déjà 21h30. Au revoir à tous. Merci encore à tous. D'abord, à ceux Merci qui ont Christian pour écouté sans l'organisation. savoir de quoi étaient faites ces histoires, et puis surtout à vous quatre d'avoir ouais, accepté ce pari un peu fou de vous dévoiler à nouveau devant d'autres, d'abord entre vous. J'espère que vous aurez envie maintenant d'échanger plus directement et peut-être plus intimement sur ces sujets-là. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a pas de tabou autour de ces questions. Et une fois qu'on les aborde dans cette langue universelle que j'ose appeler la langue du cœur, en fait, bah, tout se passe quand même beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Et finalement, c'est ce qui nous relie, quelles que soient nos cultures et nos langues ou nos religions ou croyances. Si vous n'avez plus rien à rajouter, ben, je vous propose de nous arrêter là, de vous souhaiter une très belle fin de soirée. Et puis, à très bientôt, Beaucoup je ne doute pas. pour l'organisation. Merci. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir à Merci À tous. beaucoup. bientôt. Au On a nos revoir. emails, c'est Merci, bon. Christian. Merci à Faites tous. À très circuler vite. vos Merci à emails vous. pour que vous puissiez échanger entre vous si vous le souhaitez. Le temps est passé Merci. très vite. Le temps est passé très vite. Merci beaucoup. Merci, Guillemette. Merci à vous. Bye Au bye. Au revoir. revoir, les Tout le amis. monde, au Au revoir. revoir.